元白ひげ海賊団参加青海賊団全滅です。プルプルプルプルプルガッチャコールしたらすぐに出ろ。白ひげ参加の船長たちはこれで何人やられたんだい？変更しろ。勝負がどう転んでもあの女の存在は海賊たちの鍵になる。大原のルフィと共にいた。カッパー。つまりカイドウの敵対勢力だ。困ったね。だろうな。報告を待つ。それともう一つ指令がある。だろうな。報告を待つ。それともう一つ指令がある。まあその真偽はこの際我々にはどうでもいい。血筋がどうあれ確固たる価値が一つ。Bonjour à tous, ici Egon et j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour parler calmement de l'analyse complète du chapitre 1077 de One Piece. Je ne sais pas vous, mais moi je l'ai trouvé très intéressant, surtout à propos des révélations qu'il apporte. Ainsi il est temps de passer à l'analyse du chapitre afin d'essayer de élucider tous ces mystères. Et sachez que je me suis beaucoup donné à fond pour finir le plus rapidement possible cette vidéo. Alors j'espère que ça vous plaira. Mais avant, comme d'habitude, n'oubliez pas d'envoyer un petit pouce bleu sur la vidéo pour favoriser son référencement et de vous abonner à la chaîne tout en activant les notifications si ce que je fais vous plaît afin de ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, commençons. Le chapitre 1077 a comme titre « J'aurais dû me rendre compte plus tôt » et il fait probablement référence au regret qu'a actuellement Vegapunk concernant les fâcheux événements qui se produisent à Egghead. Il débute avec Sentomaru qui demande aux habitants d'évacuer l'île le plus vite possible car une guerre a déjà commencé et qu'ils sont en danger de mort. Il profite de cela pour leur raconter un petit peu ce qui s'était passé au pays d'Ohara, qui avait bravé l'interdiction ultime du gouvernement mondial. Ainsi, après avoir intercepté quelques messages de la part d'une centaine de navires en approche, Sentomaru comprit que l'île d'Egghead, déjà plongée dans une petite bataille, allait bientôt rentrer dans une guerre sans merci visant à la détruire complètement. Car comme avec Ohara, le gouvernement mondial sera obligé de réduire au silence civils et chercheurs. Bref, un nouveau Buster Call est désormais au bout du fil et il ne reste plus qu'à décrocher. Les Séraphins se déchaînent à Egghead et à part Vegapunk, personne ne semble comprendre réellement la cause. Et même si nous on le savait déjà, il a fallu un peu plus de temps pour que Zoro se rende compte et qu'il explique aux autres pourquoi les Séraphins sont aussi résistants que King ou encore Kaido comme Luffy commençait à le penser. Ainsi possédant eux aussi des ailes noires, la peau foncée et des cheveux blancs, ils ont aussi reçu à travers le facteur de linéage la faculté d'encaisser plusieurs attaques très puissantes lorsque la flamme de leur dos est allumée, faisant d'eux des machines quasi indestructibles. Raison pour laquelle je me suis intéressé à deux aspects concernant les Séraphins que j'aimerais vous exposer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. La première est de remarquer que Rob Lucci et Kaku n'ont apparemment aucune info concernant les facultés lunariennes des Séraphins, si ce n'est qu'ils sont assez forts pour remplacer l'ordre des 7 grands corsaires. Alors il y a un souci. Normalement, le CP0 est la plus grande agence de renseignement du gouvernement mondial, ce qui voudrait donc dire que si le GM était aussi au courant pour les Séraphins, au moins Rob Lucci aurait été informé. Conclusion, Vegapunk n'avait pas tout dévoilé au gouvernement mondial à propos des Séraphins. Donc ne serait-ce pas un indice dissimulé par l'auteur pour nous dire que Vegapunk aurait très bien pu mettre un autre grade d'autorité au-dessus de celui du Gorosei, mais aussi comme je l'avais déjà théorisé avant, que grâce à Vegapunk les Séraphins se libèrent totalement de tout contrôle en devenant libres de leur choix.
En tout cas, pour l'instant, Sanji Garcia Saturn se dirige sur Egghead et une énorme armée à contrôler est déjà sur place pour détruire Egghead et Vegapunk avec. Le deuxième aspect est d'étudier à peu près le niveau que peut avoir les séraphins. J'ai longtemps pensé à cela, mais maintenant que je les ai vus un peu à l'œuvre, je pense pouvoir les situer dans la chaîne de puissance One Piece. Je sais que certains n'aiment pas trop se concentrer sur la puissance, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. De base, Fujitora nous apprend que grâce au SSG conçu par Vegapunk, la marine et le gouvernement mondial pouvaient se passer des Shichibukai qui sont a priori équivalents à l'équipage d'un empereur du fait qu'ils peuvent les contenir. Et je rappelle les 7 Shichibukai réunis. Cependant, il faut comprendre que les Shichibukai n'ont pas tous le même niveau, mais réunis, ils constituent une puissance beaucoup plus importante. Cependant, les séraphins, quant à eux, même en étant peut-être au nombre de 7, ne constituent pas à eux seuls le SSG, car c'est l'ensemble des pacifistas plus l'unité de 50 nouveaux pacifistas appelés Mark III, plus les séraphins du moins pour l'instant qui forment le SSG. Cela veut dire que les séraphins, eux seuls, ne sont pas équivalents aux 7 Shichibukai, mais ça c'était aux yeux de la marine et du GM. Maintenant passons à l'illustration et prenons l'exemple du séraphin de Jinbe. Les caractéristiques de base communes à Jinbe et S-Shark sont la nature d'un poisson qui font d'eux des surhommes et le karaté des hommes poissons. Ces caractéristiques peuvent dépendre un peu de l'âge mais pas de loin. La différence se situe au niveau du puissant acquis montré par Jinbe à Wano Kuni. Et de l'autre côté, on a S-Shark qui possède non pas seulement un fruit du démon très adapté à sa personne, mais aussi une résistance quasi parfaite via sa nature lunarienne. Mais selon Kaido, le Haki est le plus grand pouvoir au monde. Donc, est-ce que le pouvoir du fruit du démon et la résistance de S-Shark compensent-ils le Haki de Jinbe? Alors non, cela ne marche pas comme ça, car tous les commandants de Yonko vus à l'œuvre ont chacun des pouvoirs propres à eux qui leur donnent ce niveau. Et il ne faut pas essayer de boucher des trous pour dire celui-là a ceci, celui-là a cela, mais d'évaluer globalement la puissance offensive et la résistance des personnages. Tout ça pour dire que les séraphins ont la résistance de King, mais ils sont loin d'avoir la puissance offensive de ce dernier, pour la simple et bonne raison que les coups de King font bien sûr très mal à Zoro, à Sanji et aussi à Marco, alors que pour l'instant les séraphins n'ont pas encore touché une seule fois une personne du niveau commandant ou plus. Et quand je dis toucher, je fais allusion à faire au moins un petit peu mal, car si l'adversaire contre avec son haki, cela ne lui fait pas mal, comme avec l'exemple de Barbe Noire et S-Shark. Barbe Noire a contré le coup mais cela ne lui a pas fait mal. On comprend donc qu'ils n'ont pas encore le niveau YC1 ou YC2, du moins pour l'instant. Mais dans ce chapitre, on peut voir que Brook s'était déjà pris quelques dégâts en off-screen suite aux attaques de S-Shark, même si Brook est un petit peu compliqué à placer. Mais au moins S-Snake arrive à toucher Franky qui est un niveau Tobiropo en lui faisant peut-être mal, mais ça s'arrête là. Ainsi, après toutes ces explications, on peut conclure que les séraphins peuvent avoir pour le moment un petit peu plus le niveau d'un Tobiropo au minimum et bien sûr au maximum le niveau d'un YC3, c'est-à-dire Cracker, Jack ou peut-être Jinbe. Voilà donc mon analyse et je vous attends dans les commentaires pour me donner vos avis à propos de leur niveau. En tout cas, il faut souligner que si les séraphins ont le niveau YC1 actuellement, cela confirmera une petite théorie que j'essaie de développer sur le fait que les séraphins ne sont pas au nombre de 7 comme les Shichibukai, mais que les 4 là qu'on a déjà vu avec le niveau YC1 et en ajoutant l'unité Mark III avec quelques dizaines de pacifistas, ils équivalent à l'ordre des 7 grands corsaires. Il est plaisant de voir à quel point M. Eiichiro Oda aime faire des références vis-à-vis des personnages de son œuvre. Ainsi, après que sur Wano Kuni Luffy utilise la même technique que son maître Rayleigh, maintenant c'est au tour de Sanji de faire à son tour une petite référence à son maître ou maîtresse Ivankov, en appliquant la même technique, la même posture et presque le même scénario. En parlant de Sanji, l'auteur nous avait prévenu dans les tout derniers SBS sortis il y a quelques jours que nous devons bien surveiller Sanji à l'avenir. Ainsi, dès au chapitre 1077 du tome suivant, nous pouvons apercevoir un changement redouté depuis très longtemps déjà par Sanji. Et oui, lui qui ne voulait pas ressembler physiquement et par comportement à sa famille, se voit changer peu à peu depuis Onigashima. Et une fois que ses sourcils, symbole de sa non-ressemblance avec sa famille, ont changé de direction, tout en montrant pour une fois un visage très machiavélique,
comme celui de sa famille, on peut déjà s'imaginer que l'inévitable est enfin arrivé. Sanji commence à changer, mais le bon côté c'est qu'apparemment sa gentillesse envers Nami et les filles n'a pas du tout diminué. Cependant, qu'en est-il des autres Mugiwara au genre masculin? Ainsi, il nous tarde de découvrir ce que Zoro ferait si jamais le nouveau comportement de Sanji était néfaste pour l'équipage. Sinon, j'ai une petite théorie le concernant. Est-ce que finalement Sanji ne va-t-il pas se résoudre à utiliser les gadgets du Germain 66 à l'avenir? Et pourquoi pas se réconcilier avec sa famille? Mais comment finir cette review sans parler du combat de S-Snake, la seule des 4 à avoir rempli sa mission en stoppant un groupe qui cherchait Vegapunk? Car Franky, Usopp, York et Lily sont déjà transformés en pierre et le seul moyen de les libérer est de reprendre le contrôle des Séraphins. Mais facile à dire qu'à faire, surtout avec l'arrivée imminente de Serge Garcia Saturne accompagné de l'amiral Kizaru et une centaine de navires. En fin de chapitre, on a pour la première fois une action directe de la part du traître d'Egghead, une fin tout à fait sanglante. En effet, Shaka qui, par une façon encore inconnue, avait deviné l'endroit où Vegapunk pourrait se trouver, s'était rendu là-bas sans se douter un instant qu'il se ferait tirer en pleine tête à la vue de Vegapunk. À la suite de cela, je me suis posé 2 questions. La première était que si Shaka avait découvert qui était le traître, pourquoi ne l'a-t-il pas dénoncé aux autres? Alors, 2 réponses coïncident. Soit il pensait pouvoir régler cela tout seul, ou bien soit il a su où était Vegapunk lorsque les satellites se sont tous connectés au Punk Record. Je sais que c'est très peu probable, mais ça reste quand même une possibilité scénaristique. Mais une troisième et la plus simple des possibilités est que Shaka s'est dit par hasard que Vegapunk pourrait se trouver à cet endroit précis. Dommage que le seul espoir a été abattu. La deuxième, c'est que si Vegapunk avait compris ce qui se cachait derrière toute cette histoire, pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Shaka en le voyant? Ou encore mieux, c'est que s'il le savait, les autres satellites en étant comme Shaka l'auraient aussi su dans le cas où ils s'étaient tous connectés au Punk Record. Voilà, cette review était la plus longue de ma chaîne. J'espère continuer à en faire davantage. Alors vous savez quoi faire pour me soutenir. Ainsi, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je fais tout pour. Si oui, n'oubliez pas d'envoyer un gros pouce bleu sur la vidéo afin d'augmenter le référencement de la chaîne, tout en vous abonnant aussi pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.